Mesdames et messieurs, bonsoir. Le G7 au Japon à Hiroshima, ville symbole à plus d'un titre, réaffirme son appui à l'Ukraine, un appui militaire, et les États-Unis promettent des F-16 et puis se rétorquent alors que Charles Michel, le président de l'Union européenne, confirme la polémique. Et la polémique, elle enfle. La Russie, par la voix de son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, réagit. Les décisions du G7 visent à contenir la Russie et la Chine, dira Lavrov, alors que dans un communiqué publié par son ministère des Affaires étrangères, la Chine demande au G7 d'arrêter ou les exhorte à arrêter de vouloir faire le buzz sur le dos de son pays, pour les citer. Bref, la situation est des plus tendues. Alors, c'est de cela que nous allons parler ce soir avec nos invités. Nous allons les citer donc respectivement. Monsieur Miloud Chennoufi, professeur en relations internationales, il est avec nous par Skype depuis Canada. Monsieur Miloud Chennoufi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci de m'avoir invité. Manuel Pouchelet, spécialiste des questions internationales et de géostratégie, il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Manuel Pouchelet, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous et merci de votre invitation. Merci beaucoup. Taoufik Hamel, expert en questions militaires et sécuritaires, il est avec nous depuis Paris également par Skype. Monsieur Taoufik Hamel, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, messieurs, je vais vous proposer tout de suite de voir ce sujet qui est signé Safwan Ben Sabri pour ensuite revenir et lancer le débat. Tout de suite. Après une escale éclair à Jeddah pour assister au sommet arabe, Zelensky s'est rendu à Hiroshima, attendu par les leaders du G7 dans un sommet où il occupe une place d'invité d'honneur. Et pour cause, cette édition du sommet se consacre principalement à la Russie et à la Chine dans une volonté de contenir militairement la Russie et économiquement la Chine. 1 an et 3 mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, le bloc occidental peine encore à perturber la Russie dans son effort de guerre, dernier volet en date abordé par l'Occident, un embargo sur les diamants russes. Par ailleurs, après plusieurs tergiversations, Washington a donné son feu vert pour l'envoi de F-16 américains en Ukraine. Réclamé depuis longtemps par Zelensky, l'appareil est mondialement réputé pour son efficacité et sa polyvalence. Anthony Blinken avait pourtant déclaré que la fourniture d'avions américains serait inutile si les Ukrainiens ne savaient pas s'en servir. Le gaz russe, quant à lui, continue de s'exporter sur les marchés internationaux, notamment dans les pays européens, qui financent malgré eux l'effort de guerre de Moscou. Quant à la Chine, les membres du G7 ont prévenu Pékin que toute tentative de coercition économique aurait des conséquences. Les pays occidentaux aspirent à se défaire de la dépendance économique vis-à-vis de la Chine, deuxième économie mondiale. La Chine n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement suite au communiqué final du G7. Selon Pékin, le groupe des 7 s'obstine à manipuler, discréditer et attaquer la Chine. Alors très bien, pour commencer avec vous, Monsieur Taoufik Hamel, selon vous, pourquoi le communiqué des G7 a-t-il fait un petit peu rager la Russie et la Chine et on a vu donc cette réaction. Pourtant, ce n'est pas la première fois que des sanctions sont prises à l'encontre de Moscou et ce n'est pas la première fois non plus que la Chine est critiquée. Alors, effectivement, la Chine, c'est pas la première fois que la Chine a été critiquée, que ce soit par les États-Unis ou par des pays individuellement. Toutefois, au sein des pays du G7, il n'y a pas vraiment consensus réel sur que faire particulièrement avec la Chine. Il suffit juste de se rappeler de la dernière visite du président Macron en Chine. Elle a exprimé une divergence par rapport à la politique qui a été menée par les Américains et a souhaité que l'Europe exprime une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis et que l'Europe ne mène pas des guerres qui ne sont pas les siennes. Alors, dans ce communiqué, on se retrouve avec les 7 pays qui expriment un point de vue, particulièrement dans le cas de la Chine, qui met l'accent sur la coercition économique. Mais sincèrement, quand on prend en considération la Chine,
ces dernières années, c'est le pays qui a exercé plus le chantage économique, les sanctions économiques sont les États-Unis elles ont utilisé des sanctions économiques contre tous les pays. C'était contre la Syrie, contre la Russie, contre le Soudan jusqu'à 2000. En fait, ça devient un outil banal dans la politique américaine et accuser de cette façon la Chine, même si la Chine parfois tente d'utiliser l'outil économique pour atteindre des objectifs de la politique étrangère, mais cela n'a rien à voir avec l'usage fréquent de la part des Américains. Il me semble que la politique américaine vise ce qu'on appelle le double endiguement, ça veut dire endiguer la Russie et la Chine en même temps, sauf que les Américains n'ont pas les moyens pour agir sur les deux théâtres en même temps. À partir de là, ça va être intéressant et utile de faire, en tout cas, d'engager les autres pays du G7 du côté des Américains. Très bien. Oui, vous pouvez poursuivre, Monsieur Tawfiq. Et ce qui a évidemment suscité l'inquiétude de la Chine, sachant pour l'instant, les Américains en tout cas, en fait, ce n'est qu'à partir de 2010 que les Américains ont décidé de le rééquilibrage vers l'Asie, ça veut dire que cette politique n'a pas encore pris racine et que les Américains sont encore en train de mettre en place les mécanismes nécessaires pour exécuter cette politique. Sachant que la Chine ne va pas rester les mains croisées et il est en train de faire le nécessaire pour qu'elle ne soit pas isolée dans son entourage. Et il est évidemment que la Chine réagisse et mette en garde surtout les pays voisins de la mer du Chine méridionale et de la mer du Chine orientale. Alors, très bien. Monsieur Miloud de Chennoufi, selon vous, est-ce que aujourd'hui, alors que le G7 était plus ou moins connu pour ses positions contre la Russie, vu que, selon donc le G7, la Russie aurait donc entamé une guerre contre l'Ukraine, alors pourquoi aujourd'hui la Chine est rentrée en scène en même temps que la Russie? Alors, pour commencer, et puisqu'il est question du G7, je crois qu'il est important de partager avec les téléspectateurs la nature de ce que nous sommes en train de parler. Il s'agit d'abord d'un club. Ce n'est pas une institution. Le G7 n'a pas de structure permanente, n'a pas de secrétariat, etc. C'est un club. C'est un club qui, lorsqu'il a été créé il y a assez longtemps, s'appelait le groupe des pays les plus industrialisés au monde. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, à partir du moment où vous avez des pays qui sont plus industrialisés que certains pays du G7 qui ne figurent pas là-dedans. Je pense bien entendu à la Chine, à la Corée du Sud, au Brésil, etc. Ensuite, on a commencé à les appeler les pays les plus riches du monde en se basant sur le produit intérieur brut. Mais même là, ça ne fonctionne pas puisque vous avez des pays qui ont des PIB plus élevés et parfois des PIB par habitant nettement plus élevés qui ne font pas partie de cela. Or, lorsque nous lisons le communiqué de ce sommet-là, on a l'impression que c'était le gouvernement du monde qui s'était réuni pour à peu près donner le temps sur toutes sortes de dossiers. Pas uniquement l'Ukraine, pas uniquement la Chine, mais sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique, sur la gouvernance financière internationale, etc. Mais c'est totalement anachronique parce que le poids du G7 aujourd'hui se veut principalement un poids moral. Or, l'autorité morale du G7 est problématique. Monsieur Hamel vient de parler des sanctions qui ont été appliquées de manière très aléatoire, j'allais dire, de la part de l'Occident. Le deux poids, deux mesures, pour vous donner juste un exemple, on parle des droits humains en Chine, c'est tout à fait légitime d'en parler eu égard à ce qui se passe pour les populations musulmanes. Absolument. Mais on ne parle pas du tout de la situation des musulmans en Inde. Or, le Premier ministre de l'Inde est un invité d'honneur à ce sommet. Donc, vous voyez que l'autorité morale pose problème. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont absolument importants à souligner chaque fois qu'il est question du G7. Maintenant, si je dois répondre à votre question, c'est clair que dans ce club qui a comme noyau dur l'alliance anglo-saxonne autour des États-Unis, et avec eux le Canada et le Royaume-Uni, eh bien, ce noyau dur a une certaine vision de nouvelle guerre froide, si vous voulez, avec la Chine, et essaye depuis quelques années déjà à construire toutes sortes d'alliances
économique notamment, voire même militaro-stratégique contre la Chine. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer ce forcing pour ajouter la Chine à cela. Mais je voudrais préciser une chose. Quand on lit le communiqué, on se rend compte que on dit clairement dans le communiqué qu'il ne s'agit plus de découplement ou découplage, decoupling, c'est comme ça qu'ils l'appellent en anglais, et qui correspondait à une volonté américaine à un moment donné de déconnecter en fait l'économie chinoise de l'économie mondiale, ce qui est une utopie tout à fait irréalisable. Alors le simple fait qu'on dise dans le communiqué que ce n'est plus le cas, ça signifie qu'à l'intérieur du G7, il y a des gens qui disent attention, d'une part, il y a une interdépendance dans laquelle nous avons des intérêts, mais d'autre part, et ça c'est important, l'enjeu ce n'est pas de convaincre les États du G7, l'enjeu c'est de convaincre les États à l'extérieur du G7. Or, à l'extérieur du G7, eh bien, vous avez plein d'États en Asie, en Afrique et ailleurs qui comprennent leurs intérêts comme n'étant pas nécessairement de se joindre à une coalition contre la Chine. La même chose peut se dire dans le communiqué à propos de la politique d'une seule Chine, d'une Chine unifiée qui est soulignée dans le communiqué. Donc, vous voyez que, d'une part, c'est vrai que l'interprétation a été qu'on veut un découplement ou un découplage avec la Chine, mais la réalité, c'est que je crois que tout le monde se rend compte à quel point c'est difficile. Je terminerai, si vous voulez, en disant ceci. Ce G7 aura comme pendant le sommet des BRICS dans quelques mois. Oui. Et on va voir à peu près que, effectivement, vous avez beaucoup d'États que les grands de ce monde aujourd'hui essayent de séduire, mais que ces États-là, encore une fois, l'Inde, les pays de l'ASEAN, en Asie du Sud-Est, le Brésil, etc., nous amènent à avouer que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce qui se construit aujourd'hui, c'est un système complexe dans lequel on ne peut pas avoir juste deux pôles et que tout le monde va s'aligner sur l'un des deux. Vous avez les États qui représentent un enjeu pour les puissances. Eh bien, ces États-là veulent leur place en fonction de leurs propres intérêts. Et donc, le monde dans lequel nous allons est beaucoup plus complexe que le monde binaire que souhaiterait voir le G7. Oui, très bien. Alors, M. Chenoufi, je crois que vous avez à peu près abordé l'ensemble des points justement de discorde, ou en tous les cas d'énervement de la part de la Russie ou de la Chine. M. Emmanuel Pouchelet, en quoi ce G7 aujourd'hui est-il différent de ceux qui ont précédé et est-ce qu'il est particulier ou pas, selon vous ? C'est un nouveau G7. Je pense que vos invités viennent de rappeler les éléments essentiels. Maintenant, une chose est sûre. Il y a quand même un volte-face de la Chine au niveau de la politique étrangère et diplomatique où, si vous voulez, elle est sur l'offensive. On a un nouveau ministre des Affaires étrangères qui est M. Gang, qui, je le rappelle, a été ambassadeur de Chine à New York, donc il connaît à Washington, excusez-moi, et qui connaît parfaitement les dossiers américains, et notamment leur pouvoir de nuisance et d'immixtion en région asiatique qui, pour les États-Unis, constitue le nouvel océan comparé au vieil océan qu'est l'Atlantique pour eux. En ce qui concerne les différentes stratégies du G7, ils sont maintenant en difficulté. Pourquoi ? Parce que vous avez une organisation qu'on appelle les BRICS, qui est une organisation qui, au niveau des résultats économiques, sont nettement meilleurs que ceux du G7, et le G7 a besoin de se chercher, si vous voulez, une nouvelle comparaison. On parle souvent de sanctions, de membres, etc. Mais finalement, ce fameux G7, je pense, se cherche un petit peu comme s'il avait un peu perdu la tête, vous savez, et il matraque, excusez-moi cette expression, en permanence toujours les mêmes acteurs, que sont la Chine et la Russie. La Russie. Qui constituent, si vous voulez, un binôme assez important en termes de stratégie, puisqu'on a parlé de stratégie d'endiguement de la Chine et de la Russie par les Américains, mais les Américains font aussi appel à d'autres, excusez-moi l'expression, sous-traitants pour les aider. On a évoqué la Corée du Sud, mais on peut aussi évoquer le rôle important et croissant du Japon dans le Pacifique, auquel Washington mobilise beaucoup d'énergie pour lancer ce partenaire, si vous voulez, dans ses réactions. En ce qui concerne aussi la stratégie du G7 par rapport à la Chine, elle est en train de changer. Pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, vous aviez énormément de produits manufacturés par la Chine, avec une qualité qui maintenant rattrape, pour ne pas dire des fois dépasse ce qui est proposé en Occident. Mais vous avez aussi
un changement de vision d'ensemble de ce groupe du G7, qui est un club, on va dire, très fermé, qui se cherche l'avenir, comme je le disais précédemment. On a une classe moyenne en Chine qui explose et les pays du G7 ne peuvent plus faire manufacturer. Ils cherchent aujourd'hui en Asie du Sud-Est, les coûts de carburant explosent, les coûts de transport explosent et figurez-vous qu'en ce moment, la priorité, c'est de rapatrier l'outil industriel en Europe, comme l'ont mentionné certains dirigeants européens, et je pense notamment à M. Macron et M. Scholz aussi, qui a déjà fait plusieurs voyages également en Chine. Maintenant, ce qu'il faut faire, et attention également, c'est que la Chine, finalement, respecte tant dans la lettre que dans l'esprit les attendus de son 20e congrès du PCC chinois en octobre dernier, où M. Xi Jinping, si vous voulez, a donné la méthode, a donné les orientations, et force est de constater qu'il semblerait qu'il ait un peu d'avance sur le calendrier. N'oublions pas que la politique chinoise est orientée avec un renfort diplomatique, avec une nouvelle équipe, donc un nouveau regard, mais également aussi, point important, en ce qui concerne la stratégie chinoise, c'est toujours l'objectif d'être première puissance mondiale en 2049 et également un autre point qu'on n'a pas évoqué, c'est de s'affranchir de la dette américaine qui au niveau de l'économie chinoise devient pesante. Très bien. Alors, quelque part, c'est à peu près tous les points justement épineux qu'évoque le G7. Aujourd'hui, Tawfiq Hamel, le G7 impose encore des sanctions à la Russie, comme si que les sanctions précédentes n'avaient pas suffi. Alors maintenant, c'est sur les diamants. Alors, jusqu'où ira le G7 pour faire plier Moscou? Alors, globalement, les sanctions les plus importantes sont passées. Il y avait plus de 12 000 sanctions qui ont été imposées à la Russie et initialement les objectifs des dirigeants occidentaux quand elles ont imposé ces sanctions, c'était clairement le démantèlement ou l'effondrement de l'économie russe. C'est ce qui a été dit à travers plusieurs dirigeants européens et américains. Et actuellement, sur le plan stratégique, plusieurs dirigeants ont indiqué clairement qu'il ne faut pas permettre la victoire stratégique de la Russie et il faut même aller jusqu'à sa défaite. C'est l'objectif qui a été annoncé par les dirigeants occidentaux à plusieurs reprises. Toutefois, on a vu que l'économie russe, même si elle a subi des pertes, mais elle a montré une certaine résistance et finalement les objectifs initiaux n'ont pas encore été atteints. À partir de là, on voit que en tout cas, le conflit prend de plus en plus des proportions de plus en plus inquiétantes, que ce soit au niveau de l'engagement des pays occidentaux, que ce soit au niveau des armes, au niveau des aides qui sont fournies à l'Ukraine. De plus en plus, on change de registre et on promet des armes de plus en plus sophistiquées. Et jusqu'à maintenant, la Russie n'a pas montré, en tous les cas, n'a pas voulu ou montrer un retrait. C'est la même chose pour les Occidentaux. En fait, pour l'instant, le problème qui se pose, c'est que les deux camps, que ce soit ukrainiens et russes, ont des objectifs absolus, alors que la seule façon de sortir de ce conflit, justement, c'est c'est d'abandonner ce qu'on appelle les objectifs absolus. Et pour l'instant, les Occidentaux soutiennent l'Ukraine. De mon point de vue, la seule solution, c'est l'épuisement des deux camps. Et pour l'instant, les deux camps n'ont pas encore montré une certaine souplesse pour envisager des perspectives différentes par rapport à celles qui existent actuellement. Et quand on revient sur le groupe du G7, sincèrement, à l'exception du Canada, globalement, les autres membres du G7 sont finalement les puissances coloniales et impérialistes du 18e et 19e siècle. À l'exception du Canada, elles avaient tous, en fait, on va pas trop aller plus loin dans l'histoire, mais globalement, à l'exception du Canada, on se retrouve globalement avec les les six puissances coloniales et impériales. Même le Japon a envahi ses voisins, même la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le cas des États-Unis, la Grande-Bretagne, elles sont tous concernées.
Monsieur Miluchenoufi, alors le G7 réunit finalement juste pour faire des sanctions et pour encore une fois montrer ou apporter son soutien à l'Ukraine. Alors militairement, financièrement et politiquement, encore une fois, Biden qui promet donc des F-16 pour l'Ukraine. On l'a vu même Zelensky présent, l'invité d'honneur à la limite tapis rouge déroulé. Alors on voit bien que cette prise de position va à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler de cette neutralité ou de cette objectivité que pourtant le G7 exige aux autres pays comme la Chine et comme Moscou. C'est un paradoxe, effectivement, puisque, effectivement, dans le communiqué du G7, on appelle la Chine à, disons, jouer un rôle pour qu'un terme soit mis à cette guerre. Et il faut bien le dire, hein, les États-Unis, qui aiment bien se présenter comme étant une force pour la paix dans le monde, ne jouent pas ce rôle actuellement en Ukraine, puisque l'option est celle d'une escalade à travers l'aide militaire ou à travers les sanctions. Maintenant, très franchement, sans être nécessairement un stratège militaire, je vois très mal comment est-ce que même avec des F-16, le cours des rapports de force sur le terrain peut être renversé et comment est-ce que les territoires qui ont été annexés par la Russie puissent lui être arrachés par la force. J'ai du mal à le croire. Bien entendu, le conflit peut être étendu dans le temps et j'ai comme l'impression que l'objectif actuellement, c'est justement de le faire durer et qu'avec la durée, cela va affaiblir la Russie un peu à la manière de ce qui est arrivé avec l'Union soviétique en Afghanistan durant les années 80. Mais là, quand on compare ce que les soviétiques ont essayé d'accomplir en Afghanistan à l'époque et ce que la Russie essaye d'obtenir en Ukraine, on voit qu'il y a des différences assez notables qui font que la stratégie qui est inspirée de ce qui s'est passé en Afghanistan risque de ne pas fonctionner aujourd'hui. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est réellement de forces politiques organisées diplomatiquement pour que ce genre de conflit n'émerge même pas. C'est-à-dire que cette guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui aurait très bien pu être évitée. Je n'ai bien entendu pas le temps de détailler cette idée, mais c'est clairement que c'était une guerre évitable. Mais maintenant qu'elle s'est déclenchée, il est important que les efforts se concertent pour qu'un terme lui soit mis. Une victoire absolue d'un côté ou de l'autre ne semble pas être envisageable. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que, à l'exception d'une initiative lancée par la Chine, il n'y a pas d'intérêt réellement porté à la paix dans cette partie du monde. Très bien. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, bien sûr. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Manuel Pouchelet, dites-nous aujourd'hui, est-ce que la Russie a raison de réagir avec véhémence vis-à-vis de ses communiqués et ça parle de coercition également de la Chine. La Chine donc exhorte le G7 à éviter de faire le buzz à chaque fois avec son pays. Et bien sûr, la Russie accuse le G7 de vouloir contenir, bien sûr, tous les pays de l'Europe et bien au-delà de cela. Qu'en pensez-vous ? Les éléments de langage de la Russie, si vous voulez, sont importants dans la mesure où on vient d'apprendre la dotation par l'Ukraine et les États-Unis de F-16. L'inconvénient stratégique, moi qui suis ancien militaire, si vous voulez, et qui connais bien ces enjeux stratégiques, on ne peut pas former une armée moderne en 4 mois ou en 6 mois, comme l'annoncent certains états-majors de l'OTAN, puisque ce sont des systèmes d'armes complexes. Et pour information, si vous voulez, le F-16 est connu de l'armée russe. Pourquoi ? Puisque c'est un vecteur qui est employé par la Turquie pour bombarder en Syrie. Donc autant vous dire que les Russes connaissent parfaitement ce nouvel engin militaire. Et je ne pense pas qu'il y aura une victoire ukrainienne, puisqu'on nous ressasse depuis des mois, si vous voulez, cette offensive de printemps ou d'été bientôt, quand on regarde le calendrier. Maintenant, je pense une chose, tant la Chine que la Russie, et surtout les États-Unis espèrent que l'on trouve une issue et un compromis. C'est peut-être pour ça aussi que le président Zelensky, si vous voulez, se retrouve invité
à ce sommet, où vous avez aussi en backstage, en coulisses, devrais-je dire en français, des négociations âpres avec les acteurs de ce G7 qui financent quand même de manière assez lourde, y compris pour leurs économies, cet effort d'investissement en Ukraine. Je pense qu'il est temps de trouver des négociations. De toute façon, la Russie est en position de défense ferme. En revanche, ce que les Occidentaux, entre guillemets, ont peut-être réussi avec l'approvisionnement en armes de l'Ukraine et également les problèmes d'approvisionnement logistique de la Russie, a créé si vous voulez, un conflit entre le directeur de Wagner et M. Poutine. Et ce sera le mot de la fin. J'espère qu'il y aura une issue favorable. Une chose est sûre, l'objectif est de retrouver la paix et d'aller à la table des négociations de paix. Alors très bien, vous faites bien de le dire et de conclure, Monsieur Manuel Pouchelet. Donc cette émission arrive à sa fin. Messieurs, je vous remercie d'avoir pris part à cette émission par votre éclairage. Je rappelle quand même vos noms respectivement. Donc était avec nous Monsieur Milot de Chennoufi, qui est professeur en relations internationales. Il était joint par Skype depuis le Canada. Était avec nous également Manuel Pouchelet, expert en questions de géostratégie et sécurité. Monsieur Taoufik Hamel, docteur en questions de géostratégie militaire et sécuritaire. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir et à bientôt, en tous les cas, pour d'autres émissions de l'Échiquier international. Au revoir.